Zone Europe. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputée Caroline Rouse sera l'invitée de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer son rapport Plus de poissons dans les mers. Les pères fondateurs de l'Europe et ceux qui ont contribué à la construction de l'Union européenne. Nous vous parlerons cette semaine de François Mitterrand. Dans notre rubrique Voyager dans l'assiette, nous vous révélerons les secrets de la babka, une brioche polonaise. Les expressions populaires aussi, coûter très cher, les Français disent coûter un bras. Que dit-on ailleurs? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Que fait l'Europe dans notre région? Nous sommes avec Didier Gégou, chef du service des ports départementaux de Seine-Maritime. Bonjour. Bonjour à vous. Alors tout d'abord, le département de la Seine-Maritime est très lié à la mer. 3 ports relèvent de l'autorité du conseil départemental. On peut commencer par présenter celui du Tréport. Alors effectivement, comme vous le soulignez, 3 ports sont sous l'autorité du département. Et donc le Tréport, qui est le port le plus au nord de notre département, à la frontière avec le département de la Somme et la région Hauts-de-France, avec cette particularité justement que le port du Tréport a un pied dans la Somme, mais également une grosse partie évidemment en Seine-Maritime. Donc le port du Tréport, c'est 3 activités, le commerce, la pêche et la plaisance. Alors je commencerai par le commerce, c'est à peu près 250 000 tonnes par an de trafic en import et en export. Alors sur le port du Tréport, nous avons 2 entreprises qui sont installées, deux industriels installés sur le port, qui font rentrer justement de la matière première via le port. Donc c'est des entreprises qui sont importantes pour le fonctionnement du port. Donc c'est principalement des engrais à destination de l'agriculture et également des bentonites pour destination de procédés de génie civil et de l'industrie elle-même. Voilà. Derrière, on a également sur le commerce d'autres produits qui sont traités en export, notamment comme des broyats de pneus, du granusil. Bon, c'est des activités de niche, mais voilà, qui représentent quand même du trafic sur le port. Et il y a aussi le port de Fécamp. Oui, alors le port de Fécamp, c'est pareil, 3 activités, le commerce, la pêche et la plaisance. De manière à peu près identique au Tréport, c'est 250 000 tonnes par an de marchandises qui sont donc pareil en 80% d'import, 20% d'export. Alors beaucoup plus tourné sur le traitement des produits du bois sous toutes ses formes, panneaux de particules, planches, lames de terrasse par exemple, mais également à proximité il y a de l'extraction en mer de grappes de mer donc, qui arrive sur le port de Fécamp chaque année. Voilà. Donc la pêche également est importante sur le port de Fécamp avec sa criée. Qui est un acteur majeur justement en relation avec le port du Havre, bien sûr, puisque les pêcheurs du Havre sont aussi à Fécamp et font transiter leurs marchandises par la criée de Fécamp. Et la plaisance, puisque Fécamp est quand même un port important avec 650 anneaux en eau profonde, plus un port à sec où on a une centaine d'anneaux de place à terre également de proposer. Et enfin, on a celui du Havre. Nous sommes d'ailleurs ici sur le port de pêche. C'est un port qui accueille tout au long de l'année une trentaine de bateaux et une centaine de marins. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors ce port, oui, avec une belle activité, c'est à peu près quand même 5000 tonnes par an de produits de la mer qui y sont débarqués, voilà, avec une vente en direct. Alors on a juste à côté les halles de vente en direct, gérées par la ville, mais les pêcheurs utilisent ce point de vente direct. Après, on a également le lien avec la criée. Et on y trouve principalement la coquille Saint-Jacques, la sole, le turbo, les espèces locales. Il faut dire que la pêche, que ce soit sur Le Havre, Fécamp ou le Tréport, est une pêche de proximité. On a beaucoup de navires dans les 10, 12, 15, 16 mètres et moins de navires au-delà avec des tailles de 25 mètres. Ce port a été constitué au milieu des années 90 en raison de sa vétusté. Des travaux ont eu lieu en 2019 et en 2020. Quels sont les aménagements qui ont été faits ? Alors, lorsqu'en 2019, le département a créé officiellement le port de pêche du Havre,
Alors bien que des discussions ont été engagées depuis 2018 avec l'État, le Grand Port Maritime du Havre, la ville du Havre et la communauté urbaine du Havre, il faut signaler justement que la gouvernance de ce port est organisée avec le département et la communauté urbaine du Havre qui financent à 50% à part égale les investissements sur le port. Donc ici, quand on a repris le port, on a bien vu que les équipements à destination des pêcheurs étaient vétustes, n'avaient pas fait l'objet d'investissements depuis longtemps. Donc le département a mis en place des études et ensuite des travaux pour le remplacement des pontons où nous sommes aujourd'hui et des passerelles d'accès sur donc, les 3 pontons et les 3 passerelles. L'équipement majeur justement pour les pêcheurs pour travailler dans de bonnes conditions et en sécurité également. Je le disais en préambule, vous avez bénéficié de fonds européens. Vous avez reçu un peu plus de 330 000 € du Fonds européen pour les affaires maritimes et de la pêche. Quelles ont été les étapes pour bénéficier de ces fonds ? Oui, on a bénéficié donc de ces fonds. Alors, première étape, ça a été de se rapprocher et de voir si notre projet était éligible justement à ces fonds européens pour la pêche. Donc ça a été fait en lien avec le délégué, je dirais, auprès de la région qui s'occupe de la gestion de ces fonds. On est rentré dans un des critères qui est l'attractivité des ports de pêche et la sécurisation et l'amélioration des installations pour les pêcheurs. Et donc après cela, on a déposé un dossier auprès de l'organisme de gestion de la Normandie, de la région Normandie. Tout cela dans un circuit administratif interne au département pour autoriser le président du département à signer les futures conventions, à engager les procédures et pour aboutir donc au mois de septembre 2018 à la signature d'une convention entre la région et le département pour justement l'attribution de ces fonds et nous permettre de lancer l'opération qui a débuté au mois de mai 2019. Et au final, combien au total ont coûté les travaux et de quelles autres sources de financement avez-vous pu bénéficier ? Alors, le montant global des travaux, moi je parle de travaux et de l'opération, puisqu'il y a eu des études, il y a de l'accompagnement avec la maîtrise d'œuvre et la réalisation des travaux également. On était sur 557 000 € TTC de travaux, un montant quand même important. Et donc on a bénéficié, comme vous le soulignez, de 330 000 € de FEAMP, mais également d'une partie de financement par la région de 20%, 110 000 € à peu près de financement par la région pour justement mener à bien cette première partie, je dirais, d'aménagement, de réaménagement du port de pêche. Et en quoi ces fonds européens ont été utiles, voire indispensables au développement du projet ? Alors, ces fonds-là rentrent dans une stratégie générale. C'est-à-dire que quand le département a repris le port, a créé le port en 2019, et on a fait un diagnostic du fonctionnement de ce port. On a tout de suite vu, comme je vous le disais, que les équipements pour l'amarrage, l'accueil des navires étaient obsolètes. Donc c'était la première opération. On a également en vision une deuxième partie d'opération qui consiste à aménager l'ensemble des espaces du port de pêche qui nous ont été attribués pour permettre justement aux pêcheurs de travailler dans de meilleures conditions. Et quelles sont aujourd'hui les autres perspectives ? Alors, on reste sur ces perspectives-là, c'est-à-dire que c'est des aménagements, notamment il y a une étude en cours sur ces futurs aménagements qui sont en cours. L'étude est en cours en 2021, on espère voir sortir le projet en fin 2021-2022 et qui serait un investissement encore plus conséquent que ce qui est fait aujourd'hui. C'est surtout pour permettre aux pêcheurs de travailler dans de très bonnes conditions. Ce serait de fermer également le port au public, puisqu'on voit qu'aujourd'hui le port est ouvert à tout le monde. Les pêcheurs n'ont plus forcément beaucoup de place pour stationner. Donc c'est aménager les stationnements, les circulations, la qualité de l'éclairage pour eux, parce que c'est des métiers évidemment qui travaillent au rythme des marées et donc de jour, de nuit, et donc ont besoin de qualité d'éclairage également. La vidéosurveillance pour améliorer encore la sécurité également ici sur le port, puisque malheureusement certains pêcheurs et certains équipements subissent des actes de vandalisme. Voilà, c'est regrettable, mais donc la vidéosurveillance permettra au moins peut-être de limiter ces vandalismes-là. Et vous pensez que vous aurez besoin à nouveau de fonds européens dans les années à venir ? Oui, justement, ce projet, cette deuxième phase de travaux sur le port, nous allons regarder
auprès du nouveau programme européen, puisque c'est un nouveau programme 2021-2027. On n'a pas aujourd'hui encore les critères d'éligibilité sur lesquels nous pourrions nous positionner. Ça fera l'objet d'échanges justement avec le référent auprès de la région sur ces fonds européens et nous irons faire une demande, le cas échéant, justement auprès de ce référent-là et de la région pour obtenir des fonds européens. Aussi bien pour Le Havre que pour d'autres ports comme Fécamp? Tout à fait, c'est tout à fait vrai. Les deux autres ports de Fécamp et du Tréport gérés par pour lesquels le département est autorité portuaire, nous travaillons et nos concessionnaires, que sont les CCI Seine-Estuaire et Littoral Hauts-de-France pour le Tréport, ont des opérations qui se voient attribuer du fonds européen, notamment là dernièrement sur le port de Fécamp, des pontons neufs pour les pêcheurs ont été installés avec une participation justement de 80% par le FEAMP. Donc c'est loin d'être, c'est un apport financier important qui permet justement toujours de faire travailler les pêcheurs dans de bonnes conditions et le département appuie toujours la pêche sur l'ensemble de ces ports. Au Tréport, un autre exemple également d'investissement important, c'est sur l'unité de production de glace qui a été complètement retravaillée aujourd'hui. Les travaux sont en cours en ce moment et vont se terminer au mois de février avec un nouveau système plus écologique justement aussi pour produire de la glace. C'est de l'aménagement de cellules de stockage également sur le port du Tréport. Grâce à des fonds européens, tous ces travaux d'investissement peuvent être réalisés et nous continuerons justement à aller regarder du côté des fonds européens pour permettre toujours les activités de pêche sur nos ports. Et avec le Brexit qui est en pleine actualité, est-ce que le port du Havre va devoir s'imposer un peu plus ou a un peu plus d'intérêt et d'importance dans l'Union européenne? Alors, le Brexit par rapport à je parlerai sur la pêche, bien sûr, on est, comme je disais, sur une pêche qui est plutôt de proximité. Donc peu de marins ici montent dans les eaux, je dirais à proximité des territoires anglais. Et donc du coup l'impact semble pour moi un peu moindre. Maintenant on n'a pas une vision complète justement de ces difficultés-là qui pourraient venir pour les pêcheurs et les professionnels de la pêche ici sur le port du Havre. Merci Didier Gégou d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le chef du service des ports départementaux. Très bien, merci à vous. Nous vous faisons découvrir celles et ceux qui ont participé à la construction européenne. Cette semaine, François Mitterrand, un Européen convaincu qui a cherché à renforcer les liens entre les peuples du vieux continent à une période charnière, celle de la chute du mur de Berlin et de l'URSS. Retour sur son parcours avec la Maison de l'Europe et le Centre d'information Europe Direct. Zone Europe. François Mitterrand est né en Charente, en France, en 1916. Il étudie le droit public et obtient son diplôme en 1937. Il adhère au mouvement de la droite nationaliste française. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il est envoyé au front et est fait prisonnier par les Allemands en 1940. Il parvient à s'évader et travaille pendant un certain temps sous le régime de Vichy avant de se tourner vers les partis de gauche et de s'engager dans la résistance française. Il met en place un réseau avec d'autres prisonniers de guerre et des groupes de résistance armés français avant de fuir à Londres pour éviter d'être arrêté par le régime. Mitterrand rencontre Charles de Gaulle, considéré comme le chef de la résistance en exil. Il tente de coopérer mais ne partage pas la même vision des choses. Après la guerre, Mitterrand consolide sa position à gauche en s'opposant à Charles de Gaulle et devient le président du Parti socialiste français. Après un premier échec aux élections présidentielles, il est élu président en 1981. Alors qu'il était président, Mitterrand a soutenu l'élargissement de l'Union européenne en encourageant l'Espagne et le Portugal à intégrer l'Union. Partisan d'une intégration européenne plus poussée, il a plaidé en faveur de l'adoption de l'acte unique européen en 1986, qui a jeté les bases juridiques du marché unique européen. L'œuvre européenne de François Mitterrand doit aussi se regarder avec un œil franco-allemand. François Mitterrand était ami avec le chancelier allemand de l'époque. En effet, Helmut Kohl partageait les mêmes convictions européennes que Mitterrand et le couple franco-allemand de l'époque a joué un rôle important pour la réconciliation franco-allemande et l'intégration européenne. Ils ont joué un rôle important dans l'adoption de l'acte unique européen et dans les prémices du traité de Maastricht. De l'engagement européen de Mitterrand, on peut retenir deux moments marquants. La célèbre image de Mitterrand et Kohl se tenant la main à l'ossuaire de Douaumont. Cette photo permet de mesurer tout le chemin parcouru depuis la Première Guerre mondiale.
De frères ennemis, la France et l'Allemagne ont fini par se réconcilier et mettre leurs différends de côté avec un objectif commun, la paix sur le continent européen. On peut également retenir le dernier discours de Mitterrand devant le Parlement européen en mai 1995. Affaibli par la maladie, il y propose un discours faisant office de testament politique européen où il y fait le bilan de son engagement européen. Il alerte sur les dangers d'une remise en cause de l'œuvre accomplie en matière d'intégration européenne en rappelant que le nationalisme, c'est la guerre. Place maintenant à notre invité politique. Corentin Alonso reçoit l'eurodéputée Caroline Rouse. Zone Europe, l'invité politique. Je reçois Caroline Rouse, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes eurodéputée, membre du groupe Les Verts Alliance Libre Européenne et vous siégez au sein de la commission pêche du Parlement européen. Alors ce n'est pas la première fois que nous vous recevons dans Zone Europe. Dans cette émission, vous êtes sensible au sort des animaux d'élevage, aux conditions notamment du transport des animaux vivants. Mais vous êtes aussi attaché à la protection des océans. Et c'est ce que nous allons voir dans cette émission, puisque vous êtes la fille et femme de marins. Alors racontez-nous votre rapport aux océans. Alors j'ai un rapport très particulier. Mon père était mécanicien bateau, marin. Mon mari était un marin embarqué. Et moi j'ai passé mes diplômes en marine marchande pour être marin embarqué et j'ai été embarqué moi-même. Donc c'est vrai que le rapport que j'ai avec la mer est très particulier. Alors du coup, dans votre quotidien, vous avez pu constater l'évolution du métier de marin-pêcheur et comme je vous sais amateur de plongée sous-marine notamment, vous avez dû voir aussi l'évolution des fonds marins. Oui, j'ai vu certaines choses au niveau de l'évolution des fonds marins. Avant, bon, je commence à faire de l'apnée, hein, c'est pas encore exceptionnel, mais je commence à faire de l'apnée. Je vais souvent avec une association contre les déchets plastiques en mer et les déchets en général en mer et je me suis aperçue en nageant et en plongeant qu'il nous manquait les petites moules qu'on a contre les rochers, etc. Elles n'y sont plus. La biodiversité marine, elle a changé. La couleur de cette biodiversité, elle a changé. La Posidonie, chez moi, elle est verte, elle est marron maintenant. Voilà. Donc aujourd'hui, l'état vous inquiète? Il vous inquiète? Catastrophique. Quant aux techniques de pêche, est-ce qu'elles sont améliorées au fil du temps ou bien au contraire, est-ce que la situation se détériore? Alors, il y a des techniques de pêche qui sont améliorées. Le problème, c'est qu'on a un mode de gestion des pêches qui doit être amélioré par rapport à ces techniques. On ne peut pas envoyer un chalut de fond dans des zones marines protégées qui raclent les fonds, donc ça, c'est pas possible. Et ça, c'est de la gestion à faire au niveau de la pêche, quoi. Donc, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Alors typiquement, vous ne cherchez pas à opposer la pêche à la préservation des océans, c'est deux choses distinctes. Je ne cherche absolument pas à opposer les pêcheurs à la biodiversité et à la protection des océans, puisqu'en fait tout est lié. Le pêcheur, s'il n'a plus de poissons, il ne pêchera plus, il ne sera plus pêcheur. S'il y a de la biodiversité, il y a des poissons. Donc il la préserve. Et puis les pêcheurs, c'est les gardiens de la mer. Alors vous êtes aussi l'auteur d'un rapport, donc ce rapport Plus de poissons dans les mers. Vous avez travaillé dessus pendant plus d'1 an. C'est un rapport d'initiative. Qu'est-ce que ça veut dire un rapport d'initiative? Alors, le rapport d'initiative, en général, la Commission propose des textes de loi, une législation que les ministres des différents pays européens, donc le Conseil européen et le Parlement amendent et votent. Là, sur ce rapport d'initiative, nous, on a proposé des choses, on a proposé des amendements qui vont, je dirais, améliorer la stratégie de biodiversité, parce qu'on y est, la stratégie de biodiversité, c'est 2030. Alors, quelles ont été les démarches qui ont été entreprises pour justement rédiger ce rapport? Alors, j'ai tout d'abord rencontré des ONG, tout ce qui est partie prenante, ONG, pêcheurs, scientifiques, même des lobbies de la pêche, puisque je me dois de rencontrer tout le monde. Et puis, on a fait un webinaire. Je me suis rendue aussi sur une aire marine protégée, parce que j'habite les Alpes-Maritimes. Et dans le Var, il y a une aire marine protégée. Et j'ai été à la rencontre du gestionnaire de cette aire marine qui m'a un peu expliqué les problématiques. Alors dans ce rapport, il porte sur la reconstitution des populations de poissons, la lutte contre la surpêche aussi, et enfin la protection des écosystèmes marins, des objectifs d'autant plus compliqués que l'Europe, on le sait, il y a l'océan Atlantique, il y a la mer Méditerranée, et il y a des particularités dans ces deux zones maritimes. Ces deux zones qui sont totalement différentes. En fait, on a fait des progrès en Atlantique. On a un petit peu laissé de côté la Méditerranée parce que bon, c'était plus un choix, je dirais, politique. Et malheureusement, on a encore énormément de surpêche en Méditerranée et on est en train d'améliorer par différents rapports qui arrivent en fait.
En Méditerranée, plus de 80% des stocks de poissons sont encore surexploités. Ça tient à quoi ce chiffre? Parce que, comme je vous disais, les deux zones, l'Atlantique et la Méditerranée, elle a été laissée un petit peu sur le côté, on va dire. Il y a énormément de zones de pêche qui sont surpêchées. Et puis, on a un problème en Méditerranée, on a 260 espèces à peu près. Et il y a, quand vous allez chez le poissonnier, vous avez la dorade, le rouget barbé, c'est les mêmes espèces qui sont mangées régulièrement. Et ça, c'est un problème. Il n'y a pas assez de diversité dans les achats? Et puis il n'y a surtout pas assez d'audit sur les autres espèces. Voilà. Alors, les techniques de pêche, on en a un petit peu parlé. Est-ce qu'il faut, selon vous, les encadrer, voire en interdire certaines carrément? Je pense au chalut de fond dont vous avez parlé, au DCP, dispositif de concentration de poissons. Alors est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, expliquer en quoi consistent ces techniques et pourquoi, selon vous, elles sont néfastes pour les poissons? Alors, le chalut de fond, comme il s'appelle, donc chalut de fond, il pêche au fond, il racle les fonds. Donc en fait, il arrache tout sur son passage. Il faudrait des zones où on autorise ces chaluts de fond, des zones où, quand les juvéniles se reproduisent, on interdit ces chaluts de fond. Et les DCP, le problème, c'est que c'est un dispositif de concentration de poissons. On l'a vu, j'avais un rapport sur les Seychelles. Sur les Seychelles, surtout par rapport au thon, ils utilisent beaucoup de DCP, il y en a beaucoup trop, et ça attire les juvéniles. Donc il n'y a pas de sélectivité, c'est ça le problème. Et est-ce qu'elle pourrait être remplacée par d'autres techniques qui sont connues ou peut-être moins rentables pour les pêcheurs? Justement, des techniques moins destructrices, un petit peu plus sur la pêche locale, artisanale, durable, des petits filayeurs, puisque c'est vrai que les filayeurs, ils mettent 1 heure à poser leur filet, mais ils ne raclent pas les fonds. Donc on va prioriser ces techniques de pêche. Et qu'est-ce qui explique que ces techniques sont sous-utilisées pour le moment, alors qu'elles protègent l'environnement, la biodiversité? C'est des enjeux économiques principalement? Principalement, c'est des enjeux économiques. Alors, il y a aussi les quotas de pêche. Comment sont-ils fixés et par qui? Et comment s'assure-t-on? Qui s'assure qu'ils soient respectés? Alors, les quotas de pêche sont fixés déjà pour l'Atlantique. En Méditerranée, c'est un peu différent, c'est par rapport à des journées de pêche, des journées de sortie de pêche. Les ministres de la pêche de l'Union européenne se rencontrent en général en décembre pour distribuer les quotas. Une fois par an, ils se rencontrent pour distribuer les quotas. Et le problème, c'est pour voir comment c'est respecté. Ça, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, donc cet après-midi, on va voter le contrôle de la pêche. Il y a des critères, justement, sur ces contrôles avec les vidéosurveillances et pour voir tout ce qui est pêché et tout ce qui est respecté. Alors vous préconisez une meilleure information, c'est-à-dire renforcer la connaissance scientifique des populations de poissons. En quoi ça pourrait être avantageux pour toutes ces questions? Alors déjà pour la durabilité de la pêche, le problème c'est qu'on peut, aujourd'hui on a les moyens financiers de faire des audits, de faire en sorte que les scientifiques nous rendent des comptes au niveau des espèces, mais on n'a pas assez de scientifiques. Et puis sur les quotas de pêche, il faut tout simplement appliquer la législation. L'article 17 de la PCP, c'est des critères sociaux, économiques et environnementaux. Pour l'instant, on a un gros problème avec cet article puisqu'il n'est pas ou très mal appliqué. J'aimerais revenir maintenant sur la stratégie biodiversité qui fixe comme objectif que 30% des eaux européennes soient couvertes par des aires marines protégées. Alors ça correspond aux recommandations des scientifiques, mais ça consiste en quoi exactement? On prend 30% des zones dans l'Atlantique ou dans la Méditerranée et on les protège de toute pêche? Non, en fait aujourd'hui on a les zones protégées, les aires marines protégées, elles existent déjà, sauf qu'elles sont juste écrites sur le papier. Elles n'ont aucun plan de gestion. On n'a pas le plan de gestion, donc aujourd'hui on demande 30% d'aires marines protégées, mais 10% d'aires marines protégées fortement protégées, c'est-à-dire avec interdiction de toute pêche dans certaines zones. Des patrouilles où moi j'intégrerais même les pêcheurs. Ou des gardes jurés ou des pêcheurs, mais l'intégration des pêcheurs, ils sont partie prenante et puis ils sont sensibles à ça, ils protègent la pêche, ils protègent la biodiversité. C'est une manière de les inclure dans le dispositif sans les pointer du doigt. Ah mais il ne faut pas les pointer du doigt puisqu'ils sont conscients justement qu'il faut préserver la biodiversité pour préserver la pêche. Alors, la protection des fonds marins et la reconstitution des populations de poissons, ce sont deux choses qui sont liées selon vous? Oui, c'est totalement lié parce que dans ma région, j'ai par exemple des nurseries, la Posidonie, où c'est des endroits où les petits se reproduisent. Si vous enlevez cette nurserie, il n'y a plus de poissons, plus de pêcheurs.
Et les pêcheurs que vous côtoyez, vous, au quotidien, notamment dans le Var, ils en ont conscience de tout ça, que leur métier, que leurs revenus sont liés à la quantité de poissons et au respect de l'environnement, que tout est lié finalement? Oui, ils en sont conscients. Et puis les pêcheurs que je rencontre, c'est souvent des petits pêcheurs artisanaux. J'en rencontre dans les Alpes-Maritimes, j'en ai rencontré à Béziers où il y a une OP, petit métier qui va se créer avec que des petits pêcheurs qui ont un respect pour la biodiversité, pour la pêche. Et je pense que c'est important de respecter ça. Mais ils sont vraiment partie prenante, les pêcheurs. Alors vous êtes exprimé sur le rapport des pêcheurs pour l'avenir qui a été porté par l'eurodéputé portugais Manuel Pizarro. Qu'est-ce qu'il en ressort de ce rapport? Comment peut-on attirer une nouvelle génération vers le secteur de la pêche? Alors, j'aime bien son rapport, c'est un bon rapport. Si vous avez vu les marches pour le climat, vous avez énormément de jeunes qui sont descendus dans la rue parce qu'ils sont sensibles à l'environnement aujourd'hui. Je pense que nos générations et les jeunes d'aujourd'hui sont sensibles à l'environnement et sensibles aux futurs métiers qu'ils feront liés à l'environnement et pour protéger l'environnement. Il faut qu'aujourd'hui, ils vont faire un métier qui a un sens. Donc je pense que ces générations futures, c'est important qu'ils aient justement une visibilité sur la pêche durable et la pêche à long terme, qui va leur assurer justement un futur. Et ils sont sensibles à cette attirance pour la pêche durable. Alors dernière question, Caroline Rose, la création du ministère de la Mer, pour vous, c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on me rencontre au ministère de la Mer. Ça fait déjà plusieurs fois que je le demande. Et j'aimerais bien qu'elle me rencontre parce que j'ai plein de choses à lui dire par rapport aux petits pêcheurs. Sur le rapport, justement, vous allez en parler à la ministre Annick Girardin? Et puis sur plusieurs rapports, en fait. J'aimerais bien sur les générations futures, sur la problématique du thon rouge et des quotas de thon rouge, parce que ça, c'est un gros problème. Et je voudrais parler avec elle des aires marines protégées, de tout en général. Et j'aimerais vraiment qu'elle me reçoive. Voilà, beaucoup de sujets à suivre. Merci, Caroline Rose, d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Je rappelle que vous êtes eurodéputée, membre du groupe des Verts Alliance Libre Européenne et que vous appartenez à la commission de la pêche au Parlement européen. Merci. C'est un voyage dans l'assiette que je vous invite à présent, direction l'Est de l'Europe, pour vous révéler les secrets de la babka, une brioche polonaise, une brioche revisitée par le pâtissier Benoît Castel. Zone Europe Voyage. Alors, la babka, c'est une brioche qui est fait beaucoup dans l'Est dans l'Europe de l'Est en fait. Et c'est une brioche qui est faite souvent à partir de brioches pauvres, à partir d'huile et pas forcément de beurre, et qui était tressée avec une couche de chocolat. Voilà. En deux mots, est faite très souvent cuite dans un moule ou aussi torsadée en rond. Une babka, c'est quoi? C'est une brioche. Donc, une brioche, alors on peut faire très bien une brioche classique. On y met un bon beurre. Puis après, une fois que cette brioche est pétrie et froide, c'est bien de la faire la veille. Donc on l'étale. On y étale dessus un chocolat. Donc c'est bien souvent c'est du cacao en poudre détendu avec un sirop. La base de la babka, c'est ça. Après, on peut très bien remplacer ce chocolat par de la pâte à tartiner. Ça peut être délicieux, une pâte à tartiner très très bonne. Donc une fois qu'on a étalé cette pâte à tartiner ou ce chocolat sur la brioche, on la roule comme un pain en raisin. Puis on fend en fait au milieu de ce pain, de cette roulade, on donne un coup de couteau et après on tresse en fait cette brioche avec le chocolat. On la tresse en fait comme une tresse classique qu'on met soit dans un moule rectangle ou on peut la mettre aussi en rond dans un cercle, dans un moule à manquer. Ce que j'aime bien, moi, c'est une fois après on l'a fait pousser, on la cuit. Ce que j'aime assez, c'est que sorti du four, on l'imbibe avec un sirop. Alors après, avec plein d'imagination, on peut faire un sirop à la vanille, on peut faire un sirop nature, un sirop au chocolat. On peut imbiber avec un café. Après, l'imagination, la créativité ne s'arrête plus. Les expressions populaires, coûter très cher. Les Français disent coûter un bras, les Suédois, eux, disent coûter la chemise. Que dit-on ailleurs? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. En Allemagne, on dit ein Vermögen kosten, ce qui signifie coûter une fortune. Au Royaume-Uni, on dit to cost an arm and a leg, ce qui signifie coûter un bras et une jambe. Les Roumains disent coûter les yeux de la tête. En Espagne, on dit costar un ojo de la cara,
coûter un œil de la tête. Zone Europe, c'est terminé pour cette semaine. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et sur TV 78. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Zone Europe sur Sensation.